Seven Truth. Les dimanches sont déjà occupés, mais il a tellement insisté que je lui ai dit, OK, donc on pourra tenir la conférence aujourd'hui même. Donc l'objectif, vous le connaissez déjà. Le travail a été fait et très bien fait par mes collègues, mais il s'agira ici simplement de revenir sur les articulations fondamentales de chaque partie du programme, mais pour vous donner les outils conceptuels qui vous aideront davantage à mieux comprendre, à mieux vous approprier ce qu'ils ont déjà installé et qui vous rendra vraiment efficace au niveau du 29 juillet en ce qui concerne le début des examens et particulièrement l'examen de philosophie. Donc ensemble, de manière calme, lente et sûre, nous allons revenir jeudi sur chaque partie et au niveau de chaque domaine, comme j'ai dit, mais nous nous arrêterons à ces moments essentiels pour vous dire qu'est-ce que vous devez retenir. Je vais insister d'abord particulièrement sur le domaine numéro 1, pour une raison simple, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, Inch'Allah, le 29 juillet prochain, vous avez forcément au moins un sujet, mais qui portera sur le domaine numéro 1. Est-ce que vous aurez un sujet dans la vie sociale sur l'esthétique, sur l'épistémologie? C'est probable, mais s'il y a une certitude, mais c'est que vous serez évalué, interrogé donc, sous la forme ou bien d'un sujet de dissertation, ou bien d'un texte à commenter en ce qui concerne le domaine numéro 1. Donc nous insisterons un peu sur ce domaine. Ensuite, il est évident que nous résumerons le domaine numéro 2 et dirons un mot sur la question de l'esthétique. Maintenant, je vous préviens que, en ce qui concerne l'épistémologie, mais je prendrai cette question-là en charge au moment où nous examinons les relations entre la philosophie et la science. Maintenant, je demanderai à mes enfants qui sont en face de moi, qui ont des cahiers et des bics, de laisser de côté le cahier et les bics. Je crois que Mohamed, il faut demander simplement aux techniciens d'enregistrer. Tu vas faire après circuler une feuille de présence sur laquelle ils vont mettre leur nom et leur numéro de téléphone, ce qui permettra après de leur balancer l'enregistrement de la conférence. C'est bien comme ça? Ça évite qu'on vienne déposer ici massivement les portables, mais ça vous permet surtout de ne pas essayer d'écrire. Parce que quand vous essayez d'écrire, je suis passé à une autre idée, il vous sera difficile de me rattraper. Donc il faut prier pour moi que, comme d'habitude, par la grâce de mon vénérable maître Cheikh Ahmadou Bamba, je lui demande de me donner les forces nécessaires, mais pour pouvoir accomplir ce travail pour lequel nous sommes ensemble. On est d'accord? Oui, parce que je n'ose jamais commencer une conférence ou une prise de parole, où que ça soit, sans commencer par rendre grâce et hommage à mon vénérable maître et guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall. Ce sont eux mes sources d'inspiration et c'est eux qui me donnent la force nécessaire, mais pour faire le travail que je dois faire. Donc, on va commencer par dire ensemble, Djeredjefe Seigne Touba, Djeredjefe Seigne Touba, Djeredjefe Seigne Touba, Alhamdulillah. Je crois qu'on aura la force de faire le travail que nous allons faire. Vous voyez déjà, mon visage commence à s'illuminer parce que vous me dites, Djeredjefe Seigne Touba, je suis possédé par une force nouvelle, faisant que même si je suis arrivé fatigué, j'ai oublié ma fatigue. Laissez vos cahiers, laissez vos bics. Prêtez-moi non pas vos oreilles, mais vos cœurs, et je vais écrire en encre indélébile dans vos cerveaux, au point qu'on pourra avoir des 15, des 16 et des 17 la prochaine fois. Donc, en ce qui concerne le domaine numéro 1, qui est intitulé « La réflexion philosophique ». Vous le savez très bien, dans tout ce domaine-là, vous avez fondamentalement cherché à répondre à une seule question, et quelle est la question à laquelle vous vous êtes évertué à répondre tout au long de ce domaine numéro 1 sur la réflexion philosophique? Vous le savez, c'est la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Parce que même lorsque vous vous êtes livré à un travail de comparaison entre la philosophie et des formes de savoir telles que le mythe, telles que la religion, telles que la science et même telles que la magie, la finalité de ce travail de comparaison, mais c'était bien sûr de montrer qu'est-ce qui fait la spécificité, c'est-à-dire la particularité de la philosophie, et en même temps, ce qui permet de tracer la ligne de démarcation nette entre cette philosophie-là et ces autres formes de connaissance. Je crois que au moment où nous en sommes, pratiquement en juillet, oui, nous sommes déjà le 1er juillet, vous avez déjà fait tout le programme avec mes différents collègues, et vous savez que alors que vous avez cherché à répondre à cette question-là, vous êtes parvenus tous à une conclusion. Quelle est la conclusion à laquelle vous êtes parvenus? Cherchant à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je crois que si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait qu'au terme de l'enquête, c'est-à-dire en cherchant à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» vous êtes arrivé à la conclusion que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle.
Et quand vous avez dit que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, cela signifiait quoi? Qu'elle ne pouvait se voir assigner la philosophie de définition ayant une validité universelle et de définition, mais pouvant faire l'unanimité. Et quand vous êtes donc arrivé à cette conclusion, que la philosophie se refuse à toute définition unanime et universelle, pour quelles raisons? Il y a 1000 raisons faisant que la philosophie ne puisse être définie, mais parmi ces nombreuses raisons, on pourra ensemble, vous et moi, en retenir 3 et essayer simplement de nous rafraîchir la mémoire. La première raison pour laquelle la philosophie n'est pas définissable, vous la connaissez tous, c'est que contrairement aux sciences particulières, d'ailleurs comme leur nom l'indique, ces sciences-là, elles se spécialisent chacune dans l'étude d'un seul et unique aspect du réel. Donc, contrairement à ces sciences, la philosophie, elle, si elle est un discours total. Si elle est une pensée, elle est une pensée de la totalité. Pour dire quoi? Que la philosophie, la première raison faisant qu'on ne peut pas dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, tracer ses frontières, bornées et délimitées, cela est lié au fait qu'en réalité, contrairement à ces disciplines-là, la philosophie, elle n'a pas un, mais elle a plusieurs, et même elle a une infinité d'objets d'étude. À la question, quel est l'objet d'étude de la géographie? Le professeur de géographie ne prend pas le temps que prend le professeur de philosophie. À la question, qu'est-ce que la géographie? En tout cas, la géographie physique, il répondra en disant, elle est cette discipline qui a pour objet d'étude la structure de l'écorce terrestre. Et quand il aura dit, le professeur de géophysique, que la géographie est cette discipline qui a pour objet d'étude la structure de l'écorce terrestre, il aura dit où commence la géographie, où est-ce qu'elle s'arrête, il aura délimité, borné, clôturé le champ de la géographie. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce travail de délimitation et de tracer des frontières, pourquoi il n'est pas opératoire en philosophie? Je vous l'ai dit, c'est que la philosophie, elle est une tentative de compréhension, mais de tous les aspects, de toutes les dimensions de l'expérience humaine. Et à partir du moment où la philosophie, dans son surgissement, elle est une tentative de compréhension de tous les aspects. C'est bon. Donc, à partir du moment où elle est une tentative de compréhension de tous les aspects et de toutes les dimensions de l'expérience humaine, donc vous l'avez compris, la première raison faisant, ça fait 2 ou 3 mois que nous parlons de philosophie, mais pourtant la question préalable à la qu'est-ce que la philosophie, nous n'y avions pas répondu. C'est le philosophe français Gilles Deleuze qui rapporte que lorsque l'étudiant lui dit « Nous n'avons pas répondu à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» quand, entre guillemets, va bondir de son siège de professeur pour lui dire « Jeune homme, ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, mais parce que la philosophie n'existe pas. » Et lorsque Kant insiste sur l'article en lui disant « Ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, parce que la philosophie n'existe pas », il était en train de dire à son étudiant « Je ne peux pas te dire qu'est-ce que la philosophie, parce que dans la réalité, la philosophie ne se conjugue pas au singulier, elle se conjugue au pluriel, ou en termes simples, dans la réalité, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, et conséquemment, s'il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, nous n'aurons pas une définition, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. À ces 2 premiers arguments, l'absence d'objet d'étude propre, le deuxième argument, la pluralité et la diversité des systèmes, le même Emmanuel Kant utilise un 3e argument qui d'ailleurs lui paraît l'argument essentiel, qui empêche toute définissabilité de la philosophie. Quel est ce 3e argument? Kant dit, c'est que contrairement à la science, vous le savez déjà, la science, elle est gouvernée par quoi? Par l'accord des esprits compétents. La science, elle est gouvernée par quoi? Par le consensus. La science, elle est gouvernée par quoi? Par l'unanimité. Mais vous le savez très bien, là où la science repose sur le consensus, sur l'accord et l'unanimité, vous êtes bien placé pour comprendre que la philosophie, au contraire, elle est gouvernée par quoi? Par la querelle, controverse, dispute entre les systèmes, faisant qu'en philosophie et en philosophie seulement, mais les systèmes se
construisent en se détruisant. Emmanuel Kant dit très clairement, en philosophie, chaque système se construit, mais sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé. Fin de citation. Et lorsque Emmanuel Kant dit, en philosophie, chaque système se construit sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé, c'est une manière de montrer quoi? L'impossibilité pour les philosophes eux-mêmes de s'accorder sur la philosophie. Et donc, en disant que les philosophes eux-mêmes sont dans l'impossibilité de s'accorder sur ce qu'est la philosophie, Kant dit, mais parce que chacun d'entre eux donne à la philosophie une définition selon l'orientation de sa pensée, une définition selon sa propre vision du monde. Et non seulement Kant dit, chaque philosophe imprime à la philosophie une définition qui est l'expression de sa pensée singulière et de sa vision du monde, il dit, mais le plus souvent, ces définitions, elles sont totalement contradictoires. Et vous vous rappelez de la belle métaphore employée par Emmanuel Kant pour mettre en évidence cette querelle et ces controverses, faisant qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur ce qu'est la philosophie. À quoi ressemble cette histoire de la philosophie? Kant répond toujours à l'étudiant en lui disant, mais qu'elle est semblable à une sorte d'immense arène dans laquelle des gladiateurs se livrent à des combats sans merci, mais Kant dit, au terme de ces combats, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et lorsque Kant assimile le champ de la philosophie à une sorte d'arène où des gladiateurs se livrent à des duels, des combats meurtriers, mais au terme de ces combats, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu, l'expression ni vainqueur ni vaincu signifie pour Kant qu'en réalité, il n'y a pas de bonne définition de la philosophie, il n'y a pas de mauvaise définition, mais encore une fois, chaque définition mais porte simplement la marque de son auteur. Et c'est pourquoi Emmanuel Kant dit, ces trois arguments, l'absence d'objectif propre, la pluralité des systèmes et la non-convergence des points de vue manifestent simplement quoi? Le caractère, mais le caractère de profonde personnalité de la philosophie. Il dit au fond, tous ces trois arguments que je viens d'employer ne font que mettre en évidence l'argument qui lui paraît le plus essentiel. Lequel? C'est que contrairement à la science qui est gouvernée, mais comme j'ai dit, par la dimension collective de son effectuation. La philosophie, elle est toujours l'expression, mais d'une subjectivité individuelle. Et cette dimension de profonde personnalité de la philosophie, mais vous en trouvez une belle illustration chez quelqu'un qui s'appelle Nietzsche. Vous le connaissez tous, Nietzsche. Il est célèbre pourquoi? Parce qu'entre guillemets, il est le premier meurtrier de Dieu dans l'histoire de la philosophie. Et donc, c'est Nietzsche lui-même qui illustre cette dimension personnelle de la philosophie. Non, c'est le courant, je crois. Et vous taisez, vous allez m'entendre. Je disais quoi? Oui, Nietzsche, pour illustrer quel aspect? La dimension personnelle de la philosophie. Parce que Nietzsche dit les trois arguments que nous venons d'utiliser. Je répète, l'absence d'objectif propre, la pluralité des systèmes et la non-convergence des points de vue montre que si la philosophie ne peut se voir assigner, donner une définition rigoureuse, mais parce qu'elle revêt, dit-il, un caractère de profonde personnalité. Et dans son ouvrage qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, pour illustrer toujours ce caractère profondément personnel de la philosophie, à la fin d'une de ses conférences, un garçon, il est tellement séduit, tellement émerveillé par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant « Mais je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. » Et le garçon, après avoir dit « Je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple », il ajoute « Mais Nietzsche, franchement, je voudrais que tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Lorsque le garçon lui pose la question, une fois, deux fois, jusqu'à la troisième interpellation, je veux que tu sois mon maître, que moi, je sois ton disciple et que surtout, tu me montres mais le chemin pour bien philosopher. À la troisième interpellation, Nietzsche s'arrête, le regarde et lui dit, mais jeune homme, tu me déçois. Pourquoi tu me déçois? Réponse de Nietzsche, parce que dès le départ, je t'ai dit que moi, je suis philosophe. Et en tant que philosophe, j'écris avec mon sang, S-A-N-G, et Nietzsche dit, ceux qui écrivent avec leur sang, ils ne peuvent pas et ne doivent même pas être imités. Jeune homme, tu me demandes d'être ton maître et que tu acceptes de te considérer comme mon disciple. Qu'est-ce que tu as fait de la plus belle leçon de la pédagogie par laquelle j'ai commencé? Le garçon lui dit, mais quelle est cette belle leçon de la pédagogie comme tu dis? Nietzsche lui dit, je t'ai répété 1000 fois que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être son disciple. Tu ne deviendras jamais philosophe en répétant après moi ce que j'ai dit et écrit. Nietzsche dit, le plus grand service que tu peux me rendre, jeune homme, ce n'est pas de répéter ça, mais le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer.
De me tuer, ça veut dire quoi? De me contester. Quand tu m'auras contesté, tu m'auras détruit. Quand tu m'auras détruit, tu m'auras tué. Mais quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi. Et quand je renais en toi, mais c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Nietzsche ajoute, tu me demandes de te montrer le chemin pour bien philosopher. Écoute, garçon, ce que je vais te dire. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Vous l'avez bien compris, quand Nietzsche finit par lui dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer, il était en train de lui dire quoi? Que la philosophie, elle est d'abord et avant tout l'affaire personnelle du philosophe et en tant que telle, elle ne pourra jamais être enfermée dans les limites d'une seule et unique définition. Et c'est pourquoi, dans la deuxième étape, quand nous sommes donc parvenus avec ces trois arguments et l'aspect personnel de la philosophie, dans la deuxième étape, vous avez renoncé à dire donc ce qu'est la philosophie, parce qu'on ne peut pas, comme nous l'avons montré, l'enfermer dans les limites d'une seule définition pour tenter modestement de dire quoi, mais ce que n'est pas la philosophie. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Vous l'avez réglé déjà depuis le mois de novembre ou le mois de décembre, je vous le rappelle. Lorsque vous avez fait l'approche étymologique du mot philosophie, vous vous en souvenez. Et dans cette déconstruction, vous aviez montré quoi? Que dans le mot philosophie, il y a un préfixe et un suffixe. Le préfixe, c'est philo, et le suffixe, c'est sophie. Philo, vous avez dit que c'est formé du grec. C'est formé du grec, philène. Philène que l'on traduit par aimer, désirer. Sophie, venant toujours du grec, sophia, que l'on traduit par le savoir et la sagesse. Donc vous avez montré qu'au sens premier, étymologique et littéral, la philosophie désigne quoi? L'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais en même temps que vous avez dit qu'au sens étymologique, la philosophie désigne l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, mais en même temps vous avez dit quoi? Ce que n'est pas la philosophie. On est d'accord? Pourquoi vous avez dit ce que n'est pas la philosophie? Mais parce que tous mes collègues vous ont dit quoi? Que là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a vide. Parce que l'amour est toujours symptomatique d'une absence. Comme le dit Platon, et c'est une évidence, généralement on ne désire pas ce que l'on a, mais on ne désire que ce que l'on n'a pas. Et donc en disant de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, vous avez dit quoi? Qu'elle n'est pas la possession du savoir, vous avez dit qu'elle n'est pas la possession de la sagesse. Et si la philosophie n'est ni la possession du savoir, ni la possession de la sagesse, elle est quoi? Elle est ce mouvement par lequel on tend vers le savoir, on tend vers la sagesse, mais sans jamais s'installer de façon définitive, ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Rappelez-vous, le philosophe camerounais, oui, Marcien Toa. Pour montrer cela, il disait, j'ouvre les guillemets, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Fin de citation. Et lorsque le philosophe africain camerounais disait, Marcien Toa, la philosophie est ce mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Il était en train de montrer quoi? Que le savoir et la sagesse constituent quoi? Un idéal. Un idéal, c'est quoi? Par définition, un idéal, c'est un objectif vers lequel je tends, mais que je n'atteins jamais. Et donc, en disant que la philosophie, encore une fois, elle est amour du savoir, elle est amour de la sagesse, mais c'est entrer exactement dans la perspective de la démarche socratique. Socrate, considéré comme le père de la philosophie occidentale, est le premier à être d'accord avec cette idée que le philosophe n'est pas celui qui sait, que le philosophe n'est pas celui qui est sage, mais quelqu'un qui permanemment fait l'effort d'aller vers ce savoir et vers cette sagesse. On vous a tous dit que Socrate est le premier à enseigner quoi? Mais que commencer à philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi? Sa pauvreté en matière de connaissance. Et lorsque Socrate a commencé lui-même à montrer que commencer à philosopher, c'est d'abord reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance, il nous disait, mais qu'il y a deux conditions pour philosopher. Vous les connaissez chez Socrate. Quelles sont les deux conditions pour philosopher? C'est être ignorant, mais également être conscient de son ignorance. Et c'est pourquoi il a reconnu lui-même et montré dans les 35 dialogues de Platon. Parce que Platon a écrit 35 dialogues, et dans ces 35 dialogues, à chaque fois, le personnage principal, c'est Socrate. Mais si vous faites attention, à chaque fois qu'il y a au départ une question posée, à la fin du dialogue, elle ne trouve jamais de réponse définitive. Pourquoi? Parce que Socrate, toujours, il termine le dialogue de la même façon, en disant, écoutez, moi-même, je ne peux pas vous dire ce qu'est le beau, je ne peux pas vous dire ce qu'est la justice, parce que je me trahirai. Pourquoi? Parce que contrairement à vous, qui croyez savoir, moi, dès le départ, j'ai commencé par reconnaître simplement ma pauvreté en matière de connaissance.
Et cette idée donc que la philosophie n'est pas la possession du savoir, cette idée que la philosophie, elle n'est pas la possession de la sagesse, c'est une manière de montrer encore une fois que le savoir et la sagesse constituent l'horizon lointain vers lequel tend le philosophe, mais jamais il ne dira je sais, jamais il ne dira j'ai atteint la sagesse. Vous vous rappelez de Platon? Platon disant, je ne sais pas qui est philosophe, mais au moins je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe, vous vous en souvenez? Platon disait, les dieux ne philosophent pas. Qui n'est pas philosophe, les ignorants ne philosophent pas. Qui n'est pas philosophe, il disait, les savants non plus ne philosophent pas. Pourquoi ni les dieux, ni les savants, ni les ignorants ne philosophent? Parce que Dieu, par définition, il est omniscient, il sait tout, et on ne peut pas imaginer quelqu'un qui sait tout aller à la quête de ce qu'il possède déjà. Pourquoi les savants ne philosophent pas? Parce que par définition, un savant, il sait. Et Socrate dit, celui qui sait et sait qu'il sait, il n'est pas philosophe, il est savant. Pourquoi les ignorants non plus ne philosophent pas? Platon répond en disant, parce que non seulement ils sont ignorants, mais ils sont ignorants de leur propre ignorance. Et donc, qui est philosophe? Celui-là qui est ignorant, mais au moins, mais qui est conscient d'être ignorant. Rappelez-vous, Socrate qui n'a jamais rien écrit, on vous l'a dit. Même s'il est présenté comme le père de la philosophie, il n'a jamais rien écrit. Ce que nous savons de Platon, mais c'est ce qui nous a été rapporté de lui par ses disciples, tels que Aristophane, tels que Xénophon, tels que Aristote, mais le plus célèbre, bien sûr, des disciples de Socrate, c'est simplement Platon. Et c'est Platon lui-même qui nous dit que Socrate, il vivait cette idée que le philosophe, il fait l'effort d'aller à la quête, mais il ne se proclame jamais celui qui détient ni le savoir, ni la sagesse. Et quand Socrate marchait dans les rues d'Athènes, capitale de la Grèce antique, et je crois toujours capitale de la Grèce, Platon nous rapporte que, comme sa réputation avait franchi les contrées les plus lointaines de la Grèce antique, chaque fois qu'il marchait dans la rue, pour parler entre guillemets un mauvais français de Peul, on le regardait avec de gros yeux, mais pour dire, machallah, c'est le vieillard dont on nous parle, mais qui a une tête vraiment pleine de connaissances, qui a une idée de tout et qui a une tête pleine à craquer. Platon nous rappelle quoi? Qu'à chaque fois que les gens le regardaient comme ça, de façon curieuse, il s'approchait des gens, leur souriait de ce fameux sourire dont parle Platon, en leur disant, ne vous trompez pas, la différence entre vous et moi, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et que vous, votre tête soit vide. Il leur disait la différence, c'est quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins, je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu disponible pour aller à la quête du savoir et pour aller à la quête de la sagesse. Et cette idée donc que dès le départ, la philosophie doit renoncer à se présenter comme un ensemble de connaissances et comme un savoir clos sur lui-même, mais vous en avez 1000 illustrations dans le vaste champ de la philosophie. Sur qui est-ce que je vais m'appuyer? Sur des auteurs qui vous sont relativement familiers en terminale. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Vladimir Grégoriev, vous le connaissez? Que dit Vladimir Grégoriev? Vous ne le connaissez pas? Ah si, il est familier en terminale. Pour montrer que le philosophe n'est pas celui qui possède. Bon, ça va, calmez-vous, on va y aller. Certains d'entre vous le connaissent. Vladimir Grégoriev, pour montrer que le philosophe n'est pas celui qui possède le savoir, n'est pas celui qui est sage. Il dit clairement quoi? Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ajoute, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Et il finit par dire, le philosophe, il démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Fin de citation. En disant, je répète une dernière fois, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, mais il démolit, détruire les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Fin de citation. Et j'ai dit, cela vous en trouvez une illustration, mais dans toute l'œuvre de Socrate. Parce que non seulement il dit, le philosophe n'enseigne pas parce qu'il ne sait pas, mais il dit également en quoi consiste l'activité philosophique, démolir quoi? Les fausses certitudes de celui qui croit savoir. Vous vous rappelez que à chaque fois que Socrate était en face des gens, ces gens-là, dès le départ, prétendaient avoir réponse à la question qu'il posait, et par un jeu de questions et de réponses, comme j'ai dit, Socrate les a menés à se rendre compte, mais finalement de leur propre ignorance. Vous avez ça dans le dialogue qui s'appelle le Ménon.
Vous avez ça dans le dialogue de Platon que j'aime le mieux, mais ce dialogue-là, il s'appelle l'Hippias. Dans l'Hippias, la question examinée, mais c'est le beau. Vous vous rappelez? Lorsque Socrate marche dans la rue, il aperçoit au bord de la mer un groupe de jeunes gens tellement excités, il vient vers eux parce que Socrate, à l'époque, la philosophie n'était pas enseignée de façon formelle comme c'est le cas dans des salles de classe ou dans des amphithéâtres. Et dans son désir de philosopher, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait dans la rue du Platon et dès qu'il voyait des gens, de préférence de jeunes gens, il venait vers eux, les taquiner un peu et trouver un prétexte à discuter. Dans ce dialogue où il est question du beau, l'Hippias, H-I-2-P-I-A-S, Platon dit, quand Socrate s'approche des jeunes gens, comme il veut un prétexte, il leur dit, mes jeunes gens, vous êtes très bavards, parce que Socrate ne se promenait que vers 4h, 5h, 6h du matin. Et donc il leur dit, de très loin d'ici, on entend les éclats de vos voix. Et quand je m'approche de vous, mais je sens qu'il y a, entre guillemets, de l'électricité dans l'air. Ça veut dire quoi? Vous êtes tellement énervés les uns contre les autres, et il me semble que mais vous êtes sur le point d'en venir aux mains et de vous battre. Qu'en est-il de cette situation? Le plus familier à Socrate, qui s'appelle Hippias d'ailleurs, qui donne son nom au dialogue, il lui dit, comme vous l'auriez fait en se grattant la tête, mais Socrate, si vous voyez cette situation, est-ce que vous apercevez cette jeune fille là-bas? Socrate dit oui. De l'autre côté du fleuve, mais j'aperçois une jeune fille en train de s'éloigner. Alors Hippias, qu'en est-il d'elle? Le garçon lui dit, en se grattant la tête, parce qu'il est très jeune et Socrate est d'un certain âge, il lui dit, mais cette jeune fille là-bas, elle vient de passer devant nous. Certains prétendaient qu'elle était très belle, d'autres prétendaient qu'elle était très laide, et ainsi les choses ont dégénéré, mais pour donner la situation de conflit qui se déroule sous vos yeux. Vos professeurs, je crois, vous ont parlé de l'humour socratique. Quand le garçon lui dit, cette jeune fille-là, elle est passée, certains prétendaient qu'elle est belle, d'autres qu'elle est laide, c'est ce qui a dégénéré. Socrate va éclater de rire en disant, mais Hippias, je suis l'homme le plus gâté et le plus béni par les dieux aujourd'hui. Hippias le regarde bizarrement en lui disant, mais Socrate, qu'est-ce qui te fait dire que tu es l'homme le plus gâté et le plus heureux au monde? Socrate dit, j'ai en face de moi des jeunes gens prêts à se battre et à se tuer sur la seule question de savoir, la fille, elle est belle, elle est laide, je suis gâté parce que forcément, j'ai en face de moi des experts en matière de beauté. Parce que jeunes gens, reconnaissez que pour moi, rien que sur la question, elle est belle, elle est laide, vous devez tous être des experts en matière de beauté. Mais pourtant, dit Socrate, il y a une façon simple de vous départager. Comme ils avaient entendu parler de Socrate, expert dans l'art de poser des questions embarrassantes et déroutantes, ils vont lui dire, mais ne te moque pas de nous, Socrate. Quelle serait cette façon simple de nous départager? Socrate leur dit, mais vous voulez savoir, elle est belle, elle est laide, vous n'avez pas besoin de vous battre, répondez à la bonne question et l'affaire est réglée. Mais je vous ai dit, quelle est la bonne question? Socrate leur dit, pour savoir elle est belle, elle est laide, je réponds à la question, qu'est-ce que le beau? Et quand j'aurai énuméré les critères du beau, la fille y ressemble, elle est belle, elle n'y ressemble pas, elle est laide, et l'affaire est réglée. Mais comme je vous ai dit, comme ces jeunes gens-là sont très pressés, ce sont ces ignorants de leur propre ignorance, ils vont commencer par se moquer de Socrate. Comment tu peux nous demander qu'est-ce que le beau? Toi-même, tu sais ce que c'est que le beau. Socrate leur dit, calmez-vous jeunes gens, ne m'agressez pas, répondez à ma question et notre problème est terminé. Hippias, toujours très courageux, lui dit, mais le beau, c'est un beau coucher de soleil, le beau, c'est un beau cheval, le beau, c'est une belle marmite, le beau, c'est une belle jument, et comme vous, Socrate va éclater de rire en le disant, Hippias, franchement, c'est le plus monumental hors sujet, mais que j'ai jamais entendu. Pourquoi c'est le plus monumental hors sujet? Mais Socrate dit, Hippias, ma question, elle est tellement simple. Qu'est-ce que le beau? Tu es là à me parler d'une belle jeune fille, d'un beau corps, d'un beau cheval. En fait, tu es en train de répondre à quelle question? Tu es en train de répondre à la question, qu'est-ce qui est beau? Parce que Socrate dit, il y a deux questions. L'une est une question mondaine et l'autre est une question philosophique. La question mondaine, c'est qu'est-ce qui est beau? Et il lui dit, Hippias, dire ce qui est beau est relativement facile. Je regarde autour de moi, tel objet est beau. Ça veut dire quoi? Mais que ce n'est pas en me donnant 1 million d'exemples de choses belles que tu répondras à ma question, qu'est-ce que le beau? C'est vrai que les choses belles ne sont belles que par rapport au beau lui-même. Ça veut dire quoi? Toutes les belles choses que je peux voir autour de moi, leur beauté est une beauté d'emprunt. Elles ne sont pas belles elles-mêmes, elles ne sont belles que par rapport au beau. Et donc, ce n'est pas en multipliant les exemples de choses belles que tu répondras à ma question, qu'est-ce que le beau? Bon, pour résumer, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, elle se gratte la tête, elle dit, oui, Socrate, je me rends compte finalement, mais que je confonds qu'est-ce que le beau avec ce qui est beau. Et aide-moi, Socrate, à répondre à la question. Et je vous ai dit, quelle est la réponse de Socrate au départ? Il dit, Hippias, mais je me trahirai en te disant qu'est-ce que le beau? Mon travail est terminé à partir du moment où toi-même, je t'ai amené à te rendre compte du fait que tu croyais savoir là où tu ne sais absolument rien. Et donc, quelqu'un qui a pris conscience lui-même de son ignorance, il
a franchi le premier pas pour aller à la quête du savoir et pour aller à la quête de la sagesse. Bref, dans toute cette première étape-là, cette seconde étape-là, vous avez montré que la philosophie, elle n'est pas un savoir, elle n'est pas un ensemble de connaissances. Le mot le plus simple, le plus célèbre que vous connaissez, pour le résumer, c'est Emmanuel Kant. Vous vous en souvenez? Disant, il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Ou bien vous modifiez en disant, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Une manière donc de montrer quoi? Que la philosophie, elle n'est pas un savoir. Deuxième étape. Maintenant, à partir du moment où on l'a montré avec Socrate, avec Vladimir Gorev, avec Kant, que la philosophie n'est pas une accumulation de connaissances, notre troisième étape consistera à nous demander justement si la philosophie n'est pas un savoir, mais comment pourrait-elle se présenter? Et nous répondrons en disant, si elle n'est pas savoir, c'est que la philosophie, elle est seulement une activité de réflexion et une activité de remise en question. Donc, troisième étape, mes amis, la philosophie comme activité de réflexion critique et comme activité de remise en question. Je rappelle les deux premières étapes. Qu'est-ce que la philosophie? Par des définitions unanimes et universelles. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Se fondant sur son étymologie, elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Et troisième étape, si elle n'est pas savoir, c'est qu'elle est fondamentalement activité de réflexion. Eh bien, chers brillants et brillantes littéraires, qu'est-ce que la réflexion? Je sais que si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il aurait éclaté volontairement l'orthographe de réflexion pour écrire RE-flexion. Et donc, la réflexion, comme l'indique le mouvement de mes mains, va désigner quoi? La réflexion. Elle va désigner un mouvement réel, un mouvement de retour. De retour de quoi? Mais de retour de l'esprit sur lui-même. Donc la réflexion, c'est le mouvement par lequel l'esprit sort de lui-même, mais pour revenir à lui-même. Seven Truth.